bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB. Vous écoutez l'émission Reportage VIP spéciale découverte de la région Aquitaine avec un zoom sur le département de la Dordogne et sa vallée. Alors nous parlerons bien sûr donc de plusieurs communes ainsi que de plusieurs visites touristiques à effectuer. Alors notamment on parlera de la commune bien sûr de Sarlat, qui est un peu la capitale de la Dordogne. On parlera aussi de la commune de Dôme avec notamment la grotte de Dôme. On fera une petite escapade à l'intérieur de cet édifice. Ensuite, on parlera des jardins suspendus de Marquessac, du château de Marquessac, qui est très très renommé dans la région. On parlera également de la Roque Saint-Christophe avec ses grottes troglodytiques. On parlera de la Roque Gagéac. Également, on parlera de Bénac et de son magnifique château. On parlera aussi de la commune de Castelnau avec le château du même nom, de Castelnau aussi, qui était le grand rival du château de Bénac à l'époque. On parlera aussi du château des Milandes, qui était la résidence de Joséphine Baker, située aussi sur la commune de Castelnau. On parlera également de la visite des jardins d'eau situés à Carsac. Et on parlera ensuite du parc du Bournat qui en fait fige un peu les années 1900 et c'est un petit parc d'attractions très intéressant, très sympa. On en parlera, il est situé au Bugue. Voilà, et ensuite donc concernant bien sûr la programmation musicale de notre émission radio, nous écouterons les artistes musicaux de notre association, à savoir M. Boudax, Sarah Champin et les textes de Pascal Delagaré interprétés par Aurélie May. Alors dans notre émission Reportage VIP spéciale découverte de la Dordogne en région Aquitaine et du Périgord, alors on va parler de la commune de Sarlat, Sarlat-la-Canéda, située en Dordogne, en Aquitaine. Il y a environ 10 000 habitants. Sarlat-la-Canéda, communément appelée Sarlat, est une commune du sud-ouest de la France, sous-préfecture et chef-lieu du canton du département de la Dordogne en région Aquitaine. Elle compte donc, comme je vous ai dit, environ 10 000 habitants. Elle est au centre d'une aire urbaine de 20 000 habitants environ. Ses habitants sont appelés les Sarladais. Capitale du Périgord noir, aux confins des causses du Quercy, cette cité historique est un site touristique majeur renommé pour sa parure monumentale datant essentiellement de la période médiévale et du début de la Renaissance. Son centre-ville d'une grande homogénéité est composé d'un lacis de ruelles et de venelles pittoresques, de placettes ombragées bordées d'hôtels particuliers au toit de lauze, dont les plus célèbres sont la maison de la Boétie, l'hôtel du Barry, l'hôtel de Savignac ou encore le Présidial. Centre névralgique de la ville, la place de la Liberté bordée de terrasses et le siège du marché où se vendent les spécialités de la région. Foie gras, truffes, figues et noix. D'ailleurs, vous avez les photos et vidéos en live sur notre émission podcastée que vous êtes en train d'écouter. Dans son prolongement s'ouvre en perspective la cathédrale Saint-Sacerdoce et le palais des évêques, qui rappelle que Sarlat a été cette cité épiscopale pendant plusieurs siècles. Possédant un ensemble urbain médiéval parmi les plus importants au monde, Sarlat était la première ville à bénéficier de la loi Malraux en 1964. Cette petite cité périgourdine, visitée par plusieurs centaines de milliers de touristes chaque année, sert également ponctuellement de cadre à des films historiques. Alors concernant les manifestations culturelles et les festivités, chaque année, il y a le Festival des Jeux du Théâtre qui propose chaque jour pendant 3 semaines une pièce de théâtre différente. C'est la 64e édition en 2015 du 18 juillet au 3 août. Depuis 2009 au mois de mars, Festois, la fête de l'Oie dont la 7e édition est en 2015. Sarlat et le cinéma, outre la présence d'un festival du film annuel, le patrimoine architectural du centre de Sarlat et de ses environs font de cette ville une des plus filmées de France. Elle est un lieu très prisé pour la reconstitution historique. Plus de 80 tournages se sont succédés dans cette ville depuis 1945. Alors parmi les films tournés à Sarlat, on peut noter comme référence Les Duellistes de Ridley Scott, Jeanne d'Arc de Luc Besson, Les Misérables de Robert Hossein, La fille de D'Artagnan de Bertrand Tavernier et Jacou le Croquant de Laurent Boutonnat.
Alors on va parler économie avec le tourisme. L'architecture de Sarlat en fait le site touristique le plus fréquenté de Dordogne, le 14e en France avec quelques 1 500 000 visiteurs chaque année. De nombreux visiteurs venus d'Europe du Nord, Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique visitent la région pendant les vacances. Bien sûr, le Festival des Jeux du Théâtre de Sarlat, créé en 1951 par Jacques Boissary, attire beaucoup de voyageurs et le Festival du film qui s'y tient tous les ans au mois de novembre depuis 1991. Ensuite, au niveau agriculture et élevage, le tabac est exploité depuis 1857 en Dordogne. Bien sûr, il y a la culture du foie gras, bien entendu, avec quelques grands fabricants et importateurs et beaucoup de petits producteurs artisanaux qui gavent des oies et des canards pour l'élaboration du foie gras et d'autres produits. Et on y trouve également un produit très rare, la truffe. Alors concernant les lieux et monuments, la ville est classée ville d'art et d'histoire. Elle est réputée pour avoir la plus forte densité de monuments historiques classés ou inscrits au monde. Elle fait partie des plus beaux détours de France. Alors on y trouve la cathédrale Saint-Sacerdoce. Ensuite on y trouve l'église des Récollets, la maison de la Boétie, le château de Loubejac, le château de Campagnac, le château épiscopal de Temniac, l'église Sainte-Marie également. Vous avez donc à Sarlat plusieurs lieux à découvrir. Alors je vais vous les citer, puis vous les voyez en photo à travers notre émission radio, reportage VIP découverte du Périgord. Alors bien sûr la vieille ville de Sarlat, la place de France. Vous y trouvez également le manoir de Gison, la place du marché aux oies, le kiosque du jardin public du Plantier, le portail de l'église des Récollets et la tour de l'église Sainte-Marie. Voilà, j'espère que cette petite chronique sur la ville de Sarlat vous a donné envie d'aller dans cette belle région du Périgord noir. D'où je viens, j'ai laissé en chemin mes matins d'enfance et un peu d'espérance. D'où je viens, mes pas sur le chemin imprègnent ma vie de mélancolie, de mélancolie. Et pourtant, il me faut vivre. Et mes pas m'emmènent sur l'autre rive, seul, sans savoir où je vais, seul, seul, sans savoir où je vais, seul, seul, sans savoir où je vais, seul. D'où je viens, j'ai mordu la poussière et vu tant de misère. Là d'où je viens, d'où je viens, mon regard fatigué cherche à l'horizon des contrées oubliées. Et pourtant, il me faut vivre.
mes pas m'emmènent sur l'autre rive, seul. Je viens, long, 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 long est le chemin. Et la peur au ventre, sans me retourner. Je vais seul sans savoir où je vais. Seul, sans savoir où je vais, seul, sans savoir où je vais, seul, sans savoir où je vais. Alors on va faire un zoom maintenant sur le village de Dom que vous voyez en photo et en vidéo. Alors déjà il y a un aérodrome à côté de Dom, Sarlat-Dom, puisque c'est l'aérodrome de Sarlat, à quelques kilomètres. Alors Dom est situé donc en Dordogne, donc région Aquitaine. Il y a environ 1000 habitants à Dom, commune française donc. Et chef-lieu du canton de Dom. Elle fait partie de l'association Les Plus Beaux Villages de France. Alors située au sud-est du département de la Dordogne en Périgord noir, la commune de Dom est bordée au nord par la Dordogne qui forme un important méandre, le cingle de Montfort, que vous pouvez voir en vidéo et en photo dans notre émission. L'altitude minimale 60 mètres se trouve à l'ouest, là où la Dordogne quitte la commune pour servir de limite entre celle de Sénac et Saint-Julien et la Roque-Gagéac. L'altitude maximale est de 303 mètres. Elle est localisée à l'ouest de l'aérodrome de Sarlat-Dom. La bastide de Dom, où je me situe aujourd'hui, perchée sur une falaise à 210 mètres d'altitude, domine la Dordogne de plus de 100 mètres. Elle n'offre pas le plan rectangulaire caractéristique des bastides, mais elle affecte la forme d'un trapèze. Les fortifications qui l'enserrent ont été adaptées dans leur tracé aux nécessités du terrain. Elle est traversée par la route départementale RD 49 et se situe en distance orthodromique, à 10 km au sud de Sarlat et 15 km au nord-ouest de Gourdon. Alors il y a également un sentier de grande randonnée, le GR64, qui traverse le territoire communal d'ouest en est et est sur environ 7 km. Alors Dom est limitrophe de 6 autres communes, Vitrac, La Roque-Gagéac, Sénac et Saint-Julien, Carsac, Aillac, Gros-Léjac et Nabira. Alors concernant la culture et le patrimoine de ce village de Dom, les lieux et les monuments, alors l'une des entrées de Dom, la porte des Tours. Vous pouvez y passer en voiture justement pour aller dans l'enceinte de la Bastide, vous garer au parking. Le château de Caudon, de la première moitié du 19e siècle, inscrit depuis 1998 au titre des monuments historiques, et dont le parc est classé parmi les jardins remarquables. La chapelle monolithe de Caudon, inscrite depuis 1948 au titre des monuments historiques, la porte des Tours, la place de la Halle, la grotte de Dôme, située sous la Halle, qui servit de refuge aux habitants de Dôme pendant la guerre de Cent Ans et la guerre des religions. On en parlera juste après dans la suite de cette chronique sur Dôme, et vous écouterez même un mini résumé de notre visite à la grotte. Le belvédère de la Barre, qui donne sur la falaise de Dôme, où on surplombe la vallée de la Dordogne, vous pouvez le voir en photo et vidéo à l'instant là.
Le musée d'art et tradition populaire Paul Reclus, installé dans une bâtisse de la place de la Halle et qui expose une collection d'objets anciens caractéristiques témoins de la vie des habitants au 19e et 20e siècle. Et Dôme héberge également le site Comint d'écoute électronique de la DGSE. Alors au niveau des médias, dans le cinéma, Dôme a été le cadre de la plupart des scènes en extérieur du téléfilm Ange de feu, réalisé par Philippe Sedbon et diffusé pour la première fois en 2006. Le village, notamment l'église et les remparts, a également servi de lieu pour le film Le Tatoué de Denis de la Paletelière avec Jean Gabin et Louis de Funès en 1968, et oui, ça date. Et en littérature, Paul Christopher, écrivain américain, fait voyager son héros Peter Holiday à Dôme, au tome 2, la croix de la tétralogie, la légende des Templiers. Alors je vais vous laisser écouter une partie de la visite de la grotte de la Dôme. Alors les photos et les vidéos étaient interdites, mais par contre une petite prise de son pour vous faire écouter un petit peu cette magnifique grotte de Dôme. Vous avez plus de renseignements bien sûr sur le site de l'Office du Tourisme, www.ot-dome.com. L'entrée de la grotte se situe sur la place principale dans la halle du XVIIe siècle, et la sortie sur la falaise est agrémentée de l'un des plus beaux points de vue sur la vallée de la Dordogne. Et vous pouvez remonter grâce à 89 marches précisément. Ensuite, donc c'est un véritable trésor caché, cette grotte de Dôme, puisque personne ne peut s'imaginer qui se cache dans le sous-sol de la Bastide du XIIIe siècle, un joyeux souterrain qui s'entend sous les bâtisses de pierre blonde du village de Dôme, classé parmi les plus beaux villages de France. Il y a 450 mètres de galeries. Chaque salle vous permet d'admirer des trésors uniques avec leurs colonnes, leurs plafonds ornés de milliers de stalactites et de fistuleuses, leurs stalagmites, leurs draperies translucides et leurs miroirs d'eau. C'est un enchaînement d'atmosphères qui a déjà suscité l'admiration de centaines de milliers de visiteurs. À travers cette visite guidée de cette grotte, vous allez pouvoir comprendre un petit peu mieux le milieu souterrain du Périgord noir. Voilà, donc je vous laisse un petit peu écouter les commentaires du guide qui nous a accompagnés dans cette visite de la grotte. Tout ça, ce sont des petits cristaux là, qui vont s'assembler. Et en plus de l'eau, de la calcite, l'eau a emmené ici énormément d'argile. Sous vos pieds, c'est le rocher. C'est le niveau d'origine. Quand on est arrivé là, par contre, c'était plein d'argile jusqu'ici. C'est-à-dire que là où on est, il fallait passer à 4 pattes. Donc tout ça a été creusé. En fait, on ne voit pas très bien, mais c'était partout, c'était comme ça. Pour les plus grands, on arrive à percevoir la structure d'origine. Et c'est en creusant que plein de morceaux ont été cassés. C'est-à-dire que c'est pas tombé tout seul. Il n'y a pas de raison, mais heureusement. Voilà, donc on va traverser là, le tunnel devant nous qui est quasi vide, et on va rejoindre le deuxième niveau. La pente après, méfiez-vous, ça dérape un petit peu. Bon, il y en a un petit peu au milieu là, il est cassé. Vous en avez beaucoup derrière. Vous en verrez un peu partout. Ce sont des draperies. Une draperie, il faut une pente. Donc quand l'eau arrive au plafond, elle ne goûte pas. L'eau, elle suit la pente en fait. Pardon. Si elle passe toujours au même endroit, elle dépose un petit peu de matière pour les circuler. Donc il y a une arête de calcite qui se fixe sur le chemin de l'eau. Et cette petite arête, elle va évoluer en s'étalant comme ça sur le côté. Donc dedans, il n'y a pas de canal. Après les stalactites, qu'on trouve le plus souvent, pointues, base plus large. Alors, il y a aussi, comme les fistuleuses, il y a un canal qui se bouge, plus ou moins. Donc on peut toujours avoir un peu d'eau dedans, mais l'eau elle est surtout dessus. Donc la matière, elle se fixe à la surface, à la pointe, elle s'épaissit, elle s'allonge. Donc pour les stalagmites, quand les gouttes tombent, s'il y a un peu de minéral dedans, la calcite se fixe au sol, s'accumule, ça monte, et enfin les jonctions, on obtient des colonnes qui se transforment en piliers si elles continuent à s'épaissir. Et il n'y a pas de vitesse de croissance moyenne. Le centimètre par siècle, c'est du folklore. Ça varie parce que le climat change, la végétation, la qualité du sol de terre. Donc ça va de quelques millimètres à peine par siècle. Et même des cas extrêmes, quelques dizaines de centimètres. Donc en général, c'est plutôt quelques centimètres. Ça ne va pas très vite. Et après, c'est ce qu'il y aurait aujourd'hui, je ne saurais pas, dans 100 ans, mais vraiment. Voilà, de là à la salle suivante.
Voilà concernant la visite de la grotte de Dôme. Merci bien sûr au guide et à l'office du tourisme pour cette visite de la grotte de Dôme. J'espère que ça vous a plu, en tout cas de manière audio. Mais je vous invite à aller la visiter si vous passez dans le coin du côté de Sarlat, la grotte de Dôme. Voilà. Il lui a dit qu'elle lui donnerait le jour à un enfant sans faire l'amour, qu'elle cacherait son corps des yeux des hommes sous un château. C'est clair. Il lui a dit qu'elle ne devait dans ses soupirs ressentir le moindre plaisir, qu'elle devait le protéger de ses désirs qui font sombrer. C'est clair, on sait maintenant au paradis que la femme de Dieu est partie. Il n'a pas voulu changer de langage, elle n'a même pas défait ses bagages. Depuis il ne décolère pas, et toutes les femmes paient encore pour ça. On sait maintenant au paradis que la femme de Dieu est partie. Dieu est un homme seul. Il lui a dit qu'il fallait qu'elle soit vierge pour éviter tout sacrilège, pour que l'amour l'emporte, le faire devenir une faute. C'est clair. Il lui a dit qu'il ne voulait pas la toucher pour la protéger du péché, sous couvert de devises qu'elle devait rester soumise. C'est clair, on sait maintenant au paradis que la femme de Dieu est partie. Il n'a pas voulu changer de langage, elle n'a même pas défait ses bagages. Depuis il ne décolère pas, et toutes les femmes payent encore pour ça. On sait maintenant au paradis que la femme de Dieu est partie. Dieu est un homme seul. Il sait comprendre dans son corps à toutes les femmes il donne tort. Alors pour continuer notre émission reportage VIP spéciale découverte de la région Aquitaine et du département de la Dordogne, on va parler maintenant des jardins de Marquessac, belvédère de la Dordogne, situé sur la commune de Vézac en région Aquitaine. Donc les jardins de Marquessac sont inscrits sur la liste des jardins remarquables de France. Le parc du château de Marquessac, site classé, est un domaine privé né de l'histoire d'une famille, Julien de Serval, remontant au XVIIe siècle. Marquessac est l'une des plus belles réussites des jardins romantiques du XIXe siècle.
Site classé par son parc historique de 22 hectares, Marquessac offre autour d'un château du XVIIIe siècle plus de 6 km de promenades ombragées bordées de 150 000 buis centenaires taillés à la main et agrémentés de belvédères, rocailles, cascades et théâtres de verdure. Voilà, vous êtes en train de visionner notre vidéo sur Marquessac ainsi que nos photos dans cette émission radio et web TV. À Marquessac, l'art taupière met le buis en valeur avec une fantaisie pleine de mouvements. Le tracé du jardin aux allées sinueuses est typique des aménagements réalisés en France sous Napoléon III. Les rondeurs et la taille moutonnante des buis confère à Marquessac douceur et romantisme et contribue à la concordance des jardins avec les collines de la vallée de la Dordogne dont ils sont indissociables. Alors la taille des buis, les buis sont taillés entièrement à la main 2 fois par an, au printemps et à la fin de l'été. Alors concernant le château, c'est une résidence d'agrément du début du 19e siècle couverte d'une toiture en lauze de plus de 500 tonnes. Aménagé sur un éperon rocheux, le parc domine la vallée de ces hautes falaises, du belvédère de la Dordogne à 130 mètres au-dessus de la rivière, où se déploie le plus beau panorama du Périgord. Vous l'avez en vidéo dans notre émission. Ce point de vue exceptionnel embrasse l'ensemble des vallées, ses châteaux et ses plus beaux villages de France, Bénac et Cazenac, Ferrac, Castelnau qu'on verra ultérieurement, on en parlera ultérieurement dans notre émission radio, La Roque-Gagéac et Dôme dont on a déjà parlé. À l'heure actuelle, les jardins suspendus de Marquessac, suspendus car dominent la vallée de la Dordogne, sont ouverts toute l'année à la visite. En période estivale, juillet et août, des nocturnes sont organisées chaque jeudi. Ces soirées de visite libre, appelées Marquessac aux chandelles, montrent le jardin illuminé par des jeux de lumière et toutes les allées du jardin sont balisées par d'innombrables chandelles. Le salon de thé est également à disposition pour se rafraîchir et prendre une collation, bien sûr. Marquessac était, alors là ça date un petit peu maintenant puisque c'était en 2011, c'était le 3e site le plus touristique, le plus fréquenté de Dordogne avec pratiquement 200 000 visiteurs. Alors concernant la visite, à chaque vue son heure et sa lumière. Le matin, vous pouvez voir depuis le belvédère, les belvédères, vous pouvez apercevoir Castelnau et Bénac. L'après-midi, La Roque-Gagéac, le coucher de soleil sur Bénac et la vallée de la Dordogne vue des terrasses du château. La visite est aménagée pour l'agrément de tous. Le parcours est ponctué de messages joliment illustrés, notamment en peinture. Comme vous pouvez le voir, vous apprécierez particulièrement les moments de calme et de repos dans les chambres de verdure. Petite cabane aussi, en pierre, en bois, près des cascades et du parcours d'eau. Alors concernant donc la visite, vous avez une visite guidée de 35 minutes si vous le souhaitez, et sinon vous avez également aussi, donc comme je vous ai dit, les aires de jeu, 2 espaces de jeu avec des balançoires et des cabanes sont aménagés dans le parc. Un grand labyrinthe de buis offre des dédales sinueux aux enfants qui aiment avoir l'illusion de s'y perdre. Ils y font de véritables parties de cache-cache. Le parcours des tout-petits fera découvrir aux plus jeunes à leur hauteur les éléments de la faune et de la flore qu'ils affectionnent particulièrement, escargots et coccinelles. Et il y a actuellement aussi une exposition donc photographique, la féerie des bois avec des elfes, des fées, des créatures imaginaires qui peuplent les allées partant du belvédère à l'asile du poète. Voilà, donc ça vous le voyez un petit peu dans notre émission puisqu'on les a pris en vidéo. Alors il y a aussi quelques animations, alors notamment vous le verrez tout à l'heure à la fin de vous allez voir à la fin de cette chronique sur les jardins de Marquessac, l'atelier du tourneur sur bois. En souvenir de votre visite, vous pouvez vous offrir un objet tourné sous vos yeux dans un buis coupé à Marquessac pendant les travaux de restauration. Et il y a également dans le kiosque, au milieu des jardins, un atelier des petits curieux de la nature pour tout fabriquer soi-même, masques, mobiles, cadres, girouettes. Alors avant de terminer cette chronique sur les jardins de Marquessac, on va parler tarifs, les tarifs individuels 2015. Les adultes payent l'entrée 8,80 € et les enfants de 10 à 17 ans 4,40 €. C'est gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Et vous pouvez acheter un billet pour Marquessac et jumeler au château de Castelnau. 16,80 € pour les adultes et 8,40 € pour les enfants. Voilà, et d'ailleurs,
Nous, c'est ce qu'on a fait à RVPB. Et donc, on ira visiter le château de Castelnau pour cette émission radio pour vous. Voilà. Césaria, petite femme aux pieds nus. Césaria, petite fleur des rues. Ta voix forgée par les épreuves nous parle. Elle est sincère, Césaria. Césaria, petite dame aux pieds nus de ton île. Les alizés nous ont portés tes mélodies et tes complaintes. C'est la morna, Césaria. La morna, c'est la musique de ton île. Elle chante la terre, le soleil, la souffrance de tes frères. Césaria, ta voix lascive et envoûtante, façonnée par les épreuves et par le temps, parle à nos cœurs et à nos âmes. Césaria, c'est la saudade, la saudade, saudade. Elle est l'âme de ton île. Elle chante la terre, le soleil, la souffrance de tes frères. Elle porte en elle les amours et les peines. Sa langueur est une douce nostalgie. Césaria, grande artiste reconnue, tes chansons et tes rythmes sont des voyages. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Saudade, 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 saudade. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Parlons aujourd'hui de la Roque Saint-Christophe, qui est une falaise calcaire longue d'1 km et haute de 60 mètres. Elle est située sur la commune de Pézac-le-Moustier, près de la ville des Aisies, dans le département de la Dordogne, en région Aquitaine. Au fil du temps, de nombreux abris sous roches et de longues terrasses ont été creusés sur 5 niveaux par la rivière et le gel. Au niveau de l'historique de la Roque Saint-Christophe, ces cavités naturelles ont servi d'abri
troglodytique aux hommes de la préhistoire dès le 55e millénaire avant Jésus-Christ, puis de forts et de cités du Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance, en particulier contre les raids vikings ou pendant la guerre de 100 ans. Les habitations ont servi de refuge aux Huguenots. Elles furent détruites pendant les guerres de religion en 1588. La Roque Saint-Christophe est située au cœur de la vallée de la Vézère, à proximité de nombreux sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous avez dans notre émission, bien sûr, des vidéos et des photos de la Roque Saint-Christophe où nous nous sommes rendus. En leur petit point d'anecdote quand même, il faut savoir que c'est l'un des sites touristiques les plus fréquentés de Dordogne. Par exemple, autour des années 2011-2012, c'était quand même le 4e site touristique le plus fréquenté avec près de 180 000 visiteurs. Alors à voir durant la visite, eh bien vous allez pouvoir naviguer dans ces cavités troglodytiques. Vous y verrez la maquette du village au Moyen-Âge, les fixations des poutres pour une maison dans la roche, les abris sous roche, la vue à partir de la route également, le grand escalier de 32 marches taillé dans la roche, il mène à la 5e terrasse, la double sépulture de l'âge du bronze, l'église troglodyte. Il y a également une vue sur le passage le plus étroit de la rue qui mène à l'unique accès du site. Voilà un petit peu tout ce que vous pouvez voir sur ce site de la Roque Saint-Christophe, donc qui est une très belle visite sur la commune de Pézac-le-Moustier. Et en repartant d'ailleurs un petit peu sur votre chemin, vous pourrez sûrement apercevoir ce que vous allez peut-être voir ce que vous allez voir dans quelques secondes sur notre antenne, sur notre émission radio et vidéo, la maison forte de Régnac, qui est un château qui est très très étrange, le plus secret, le plus extraordinaire et le plus mystérieux, puisque ce château est à l'intérieur des roches, à l'intérieur de la falaise. Et ça, c'est la maison forte de Régnac. Voilà, donc ça, vous allez l'apercevoir à travers nos photos et nos vidéos tout à l'heure. Dans un village du Nord, gravé sur le monument aux morts, j'ai lu sur le marbre glacé ce que la guerre avait tué. Déçu, j'aurais aimé lire pour que l'on puisse se souvenir du chagrin de celles qui n'ont pas vu leur fils revenir. Il n'y a pas pour toutes les mères un seul monument, une pierre. Il n'y a rien, nulle part qui témoigne de leur désespoir. Il y a des tonnes de discours pour ce mort au son du tambour. Pas une plaque, un refrain pour celles mortes de chagrin. Est-ce qu'il n'y a qu'une gloire à mourir de désespoir, au point qu'on laisse tomber le jour sur toutes ces mortes d'amour? Est-ce qu'il n'y a aucune gloire à mourir de désespoir, au point qu'on oublie en chemin toutes celles mortes de chagrin? Dans un village du Nord, gravé sur le monument aux morts, j'ai lu le nom de ces soldats, morts au feu, morts au combat. J'aurais aimé en parallèle un paragraphe sur la peine de ces fiancés, de ces femmes qui n'ont pas survécu à leurs larmes. Elles n'ont trouvé que le désert au bout de leur prière, et elles se sont laissées partir puisqu'ils ne devaient revenir. En souvenir dire que la guerre a tué aussi à l'arrière, que le chagrin est un tueur qui tire des balles en plein cœur. Est-ce qu'il n'y a aucune gloire à mourir de désespoir, au point qu'on laisse tomber le jour sur toutes celles mortes
elle est morte de chagrin. Personne dit que c'est par deux que meurent les vrais amoureux. Alors toujours dans notre émission reportage VIP spéciale découverte de la Dordogne en région Aquitaine, parlons maintenant de la commune de Laroque-Gagéac. Située donc au bord de la Dordogne, il y a environ 500 habitants. Laroque-Gagéac est une commune française qui fait partie de l'association Les Plus Beaux Villages de France. Laroque-Gagéac, tout comme le proche château de Bénac, ont servi de décor d'ailleurs durant les vacances d'été de 2009 pour le tournage du film Camping 2. Ça, c'est pour la petite anecdote. Alors au niveau de son emplacement géographique, Laroque-Gagéac est située dans l'aire urbaine de Sarlat-la-Canéda. La commune de Laroque-Gagéac est implantée aux bordures du fleuve Dordogne à 8 km au sud-ouest de Sarlat-la-Canéda. Alors on va parler un petit peu de l'histoire de cette commune. Au Moyen-Âge, il y avait 1500 habitants. À l'époque, la Dordogne faisait vivre pêcheurs et gabariers du port. De cette période demeure l'église recouverte de lauze. Non loin se dresse, flanqué d'une tour ronde, le manoir de la famille Tardet, ami de Galilée. Pendant la guerre de Cent Ans, Laroque-Gagéac accueillait les évêques de Sarlat, leur résidence à l'extrémité du village. D'ailleurs, vous pouvez voir les différentes photos et vidéos de Laroque-Gagéac à travers notre émission, et ainsi que toute une partie, on va dire, de balade au bord de la Dordogne avec les gabarres. J'en parlerai en fin de chronique. Et donc tout ça, vous êtes en train de regarder un petit peu visuellement où nous nous trouvons. Donc comme je le disais, donc les évêques de Sarlat ont été accueillis dans cette résidence à l'extrémité du village, et cette résidence a été conservée, dominant les maisons et les vestiges du château défie encore le temps. Alors le 17 janvier 1957 est une date très importante pour ce village. Un pan de la falaise s'est éboulé sur une partie de la commune, a détruit 6 maisons et une grange également. Ça a coupé la route, et ce flanc de falaise a terminé sa course dans la Dordogne. 3 personnes en sont mortes. Autre date importante également, le 9 janvier 2010, donc c'est pas si vieux que ça, ça a un peu plus de 5 ans. Un pan du plafond du fort troglodytique s'est effondré, entraînant la chute d'une partie du mur de courtine du fort, accroché à la paroi de la falaise depuis le XIIe siècle, sur le côté du bâtiment d'accueil du site. D'ailleurs, vous pouvez le voir en vidéo, en photo, cette partie troglodytique qui n'est pas visitable mais qui existe et qui est bien présente. Vous pouvez la voir dans nos photos et dans notre reportage vidéo. Le 3 juin 2010, donc quelques 6 mois après cet effondrement, au début de la saison touristique, il y a eu encore une menace d'un rocher de 320 tonnes de s'effondrer sur le village. Et aux conclusions d'experts d'un danger imminent, la route départementale qui traverse le village et surplombée par la falaise a été fermée pendant 5 semaines, il y a plus de 5 ans maintenant, en pleine saison touristique. Il y a eu évacuation des habitants du village et des personnes, notamment des personnes les plus menacées. Des travaux de protection, notamment la pose de filets, se sont effectués pour protéger les vies. Et à la suite de ces travaux, la route départementale 703 a été rouverte, notamment le 10 juillet 2010, donc 5 semaines après. Et les personnes ont pu regagner leur domicile. La conséquence de ce danger est que le fort troglodytique n'est plus visitable concernant ça. D'autres chutes de pierres sont en effet à craindre dans les années à venir. Et il y a 2 ans maintenant, à compter de novembre 2013, la route départementale 703 a été fermée dans sa traversée du bourg de Laroque-Gagéac pour une période de 5 mois. Oui, vous avez bien entendu, 5 mois de fermeture nécessaire à la création de voies piétonnes et sécurisées de chaque côté de la route. Alors ça, c'est là où je me situe actuellement pour vous enregistrer cette chronique sur Laroque-Gagéac. Alors les lieux et les monuments à visiter dans cette commune, alors bien sûr on le voit mais on ne peut pas y aller, ce sont les forts troglodytiques dont je vous ai parlé et qui s'effondrent petit à petit malheureusement.
le château des évêques de Sarlat, enfin les restes du château des évêques, le château de Tardre, le manoir de Tarbes, 15e siècle, classé depuis 51 au titre des monuments historiques. Vous avez également le jardin exotique et Bambouzet. Pas mal de photos et vidéos également sur cette chronique concernant ces jardins exotiques. Alors bien qu'attenant au bourg de la Roque-Gagiac, le château de la Malartrie, que vous voyez également, surplombe la Dordogne et il est implanté à côté de la Roque-Gagiac, mais il fait partie de la commune de Vézac. C'est un château privé, par contre, il n'est pas visitable, ce château de la Malartrie. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de la Dordogne quand même, puisque c'est là où nous trouvons également pour enregistrer cette chronique, après une belle balade sur la vallée de la Dordogne. Donc ce cours d'eau fait 483 km. Il prend sa source à Puy-de-Sancy, dans le Puy-de-Dôme en France, et il a pour embouchure l'océan Atlantique dans l'estuaire de la Gironde, donc à Bordeaux. Donc voilà, ça c'est la sortie de cette Dordogne, de cette rivière ou fleuve. Alors justement, fleuve ou rivière, rivière ou fleuve, je vous laisse choisir. La Dordogne conflue avec la Garonne au niveau de l'estuaire de la Gironde. Pour cette raison, elle est qualifiée de rivière dans les dictionnaires et les encyclopédies. Toutefois, quelques organismes régionaux la qualifient de fleuve, considérant que la Gironde est un estuaire commun à la Garonne et à la Dordogne, ce qui en ferait le 5e plus long fleuve français métropolitain. La divergence de dénomination, alors que ces caractéristiques hydrologiques ne sont pas en cause, renvoie au problème de la définition d'un estuaire et illustre le manque de pertinence de la différenciation faite dans la langue française entre un fleuve et une rivière pour caractériser ce cours d'eau. Si le choix reste anodin pour l'appellation de ce cours d'eau, il implique toutefois une hiérarchisation différente du ou des bassins versants. Un argument notable fait de la Dordogne un fleuve, c'est la présence d'un mascaret puissant résultant des hautes marées, de la pénétration saisonnière du domaine maritime dans le cours d'eau. Le mascaret de la Dordogne est très connu et constitue une attraction. Le même mot a une origine gasconne de l'estuaire. Pour la Dordogne, la vague remonte jusqu'à Fronsac, aux abords de Libourne, jusqu'à une trentaine de kilomètres à l'intérieur. La vague est particulièrement puissante au port de Saint-Pardon, sur la commune de Vaillereus. La Dordogne aurait fort pu bien ne pas dépasser sa confluence avec le Chavanon au niveau de la très modeste commune corrézienne de Confolens-Port-Dieu qui se situe au début de la retenue d'eau du barrage de Bord-les-Orgues. Le Chavanon, parfois dénommé Chavanou, rejoint le lit de la Dordogne après un creuset de 54 km. La Dordogne à cette confluence a en effet seulement parcouru 39 km, soit une quinzaine de moins, mais à contrario, elle déverse un volume d'eau supérieur. Le Chavanon est aussi appelé Ramade dans son cours supérieur. Alors cette Dordogne, elle traverse 6 départements et 173 communes, dont les principales sont dans le Puy-de-Dôme, dans le Cantal, dans la Corrèze, dans le Lot, la Dordogne, là où nous nous situons, Carlux, Dôme, la Roque-Gagiac, Bénac et Cazenac, Saint-Cyprien, le Buisson de Cadouin, Mozac et Grand Castan, la Linde, Moulédier, Cresse, Bergerac et Priconrieux. Et également, donc, elle traverse la Gironde, bien entendu. Alors donc pour bien apprécier cette vallée de la Dordogne, donc au bord de la Roque-Gagiac, eh bien je vous conseille de faire une balade en gabar pour pouvoir notamment admirer les belles vues et les belles vidéos et photos que nous vous proposons dans cette émission Découverte RVPB Reportage VIP. Alors notamment donc le départ et l'arrivée est à la Roque-Gagiac toutes les heures. Alors je ne vais pas donner de nom pour pas faire de pub, mais en tous les cas au départ de la Roque-Gagiac, vous pouvez partager 1 heure de promenade au fil de l'eau à bord de ces bateaux, les gabars, qui sont des répliques modernes et sécurisées de nos ancêtres. Durant 7 km, les pilotes et les guides vont vous initier à l'histoire et aux coutumes locales et ils expliquent l'identité culturelle de cette rivière ou de ce fleuve, à vous de choisir, de sa vallée et des gens qui la peuplent. Au programme, la préhistoire, le Moyen-Âge, la vie des gabariers, la rivière, les poissons, la faune, la flore, l'écosystème, la géologie,
Et également bien sûr vous allez pouvoir les admirer, c'est les 5 plus beaux châteaux de la vallée de la Dordogne. Alors donc le château de la Malarterie en premier lieu, ensuite vous verrez bien sûr toute la végétation, vous verrez également le château et le parc de Marquessac que nous avons fait également dans cette émission. Vous avez pu l'entendre, mais en tout cas c'est dans cette émission également, reportage VIP, les jardins de Marquessac, on en parle dedans. Vous verrez également dans cette balade à bord de Gabard, dans nos vidéos, vous allez pouvoir voir le château de Lacoste et bien sûr le château de Castelnau, qui est le point de retour des Gabards. C'est là où les Gabards font le demi-tour pour retourner sur la roque Gagéac. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie en tous les cas de découvrir cette belle commune de Dordogne. Si un jour tu viens sur mon île, le souffle du vent te guidera sur les chemins de traverse, sur cette lande majestueuse que les saisons ont façonnée. Si un jour tu viens sur mon île, brise chargée d'embrun te portera sur les sentiers, et dans les brumes des matins tu laisseras tous tes chagrins. Mon île, je te la donne. Si un jour tu viens sur mon île, sur la jetée pose ton fardeau, avec tes doutes et tes rancœurs, tes inquiétudes et tes remords, le vent du large les balayera. Je te la donne. Mon île, pour qu'elle te porte. Si un jour tu viens sur mon île, viens comme tu es, sans artifice, avec tes forces et tes faiblesses, avec tes mots et tes silences, imprégné du chant des vagues. Mon île, comme une oasis, une différence. Mon île, un repère, petit écrin de terre. Mon île, ma différence. Petite parcelle d'espoir. Si un jour tu viens sur mon île,
Alors dans l'émission Reportage VIP spéciale découverte de la Dordogne, on va parler de la commune de Benac, qui est donc dans le canton de Sarlat-la-Canéda, toujours en Dordogne bien sûr, région Aquitaine. Il y a environ 550 habitants qui vivent à Benac. Benac et Cazenac, donc situés dans ce beau département de la Dordogne, ses habitants sont les Bécanoises et les Bécanois. Benac est le siège de l'une des 4 anciennes baronnies du Périgord. La commune fait partie de l'association des plus beaux villages de France. Comprise dans l'aire urbaine de Sarlat-la-Canéda, la commune de Benac et Cazenac est implantée en bordure du fleuve Dordogne, à 10 km au sud-ouest de Sarlat. Alors on va parler un petit peu de l'historique de Benac, puisque vous allez le voir dans nos photos et nos vidéos, tout tourne autour du château, bien sûr, de cette même commune. La première mention historique de Benac date de 1115, époque où Ménard de Benac fait un don aux religieuses de Fontevraud. Simon de Montfort s'emparera du château à la fin du XIIe siècle, mais les Benac récupéreront leur château grâce à l'intervention de Philippe Auguste en 1217. Le château restera en possession de la famille jusqu'en 1761, époque du mariage de Marie-Claude de Benac avec Christophe de Beaumont. C'est avec Marie-Claude de Benac que s'éteindra la branche originelle. L'une de ses descendantes vendra le château en 1961. C'est l'un des plus beaux fleurons de l'architecture médiévale. En 1827, les communes de Benac et de Cazenac ont fusionné sous le nom de Benac et Cazenac. Alors justement, Benac ne va pas sans son château. Bien sûr, vous en rendez compte dans nos photos et nos vidéos sur cette partie de l'émission, puisque nous avons obligatoirement photographié et pris en vidéo ce beau château. Donc c'est un château médiéval du XIIe siècle, château privé mais qui est visitable. 8 € l'entrée, je crois, de mémoire. Donc le château de Benac est situé donc à Benac et Cazenac. C'est l'un des châteaux les mieux conservés et l'un des plus réputés de la région. Il a été classé parmi les monuments historiques le 11 février 1944. C'est une construction médiévale d'allure austère, perchée sur le haut d'une falaise calcaire dominant le bourg sur la rive droite de la Dordogne. Le château présente la forme d'un quadrilatère irrégulier prolongé au sud par un bastion en éperon. Le sévère donjon garni de créneaux date du XIIIe siècle. Protégé du côté du plateau par une double enceinte, le château surplombe la Dordogne de 150 mètres. Alors au niveau de son historique, le château fort est bâti dès le XIIe siècle par les barons de Benac pour verrouiller la vallée. La pique étant suffisant pour décourager toute escalade côté vallée, les défenses s'accumulèrent côté plateau. Une double enceinte crénelée, une double douve dont l'une approfondissait un ravelin naturel, double barbacane. À la mort d'Adhémar de Benac, croisé décédé sans postérité, Richard Cœur de Lion, le roi d'Angleterre, a offert Benac à Mercadier, son fidèle routier. Celui-ci a été assassiné à Bordeaux en 1200 et la baronnerie revient dans la famille d'origine à partir de 1241. La châtellenie dont fait partie le château de Comars qui est divisé entre deux frères, Gaillard et Maynard de Benac. Les deux branches ne seront à nouveau unies qu'en 1379. À l'époque de la guerre des 100 ans, la forteresse de Benac est l'une des places fortes françaises. La Dordogne sert alors de frontière entre la France et l'Angleterre. Non loin de là, de l'autre côté de la Dordogne, le château de Castelnau, dont on parlera ultérieurement dans notre émission Découverte RVPB, rival de Benac d'ailleurs, était aux mains des Anglais. La partie la plus ancienne du château est un gros donjon roman carré, vertigineux aux rares percements agrafés d'une bretèche et d'une échauguette, accosté d'une cage d'escalier en vis, mince comme un contrefort et terminé par une terrasse crénelée. D'un côté, un logis de la même époque lui est juxtaposé. Il a été retouché et agrandi au XVIe et XVIIe siècle. De l'autre côté, c'est un logis en partie
du XIVe siècle auxquels sont accolés une cour et un escalier de plan carré desservant des appartements du XVIIe. Les appartements ont conservé des boiseries et un plafond peint du XVIIe, notamment la salle des réunions des États du Périgord. Elle est ainsi nommée parce qu'il réunissait la noblesse des 4 baronnies, celle de Bénac-Biron pour le sud et celle de Bourdeil-Mareuil pour le nord. Elle garde une belle cheminée également renaissance sculptée de Burkrane. Cette salle donne sur un petit oratoire entièrement décoré au XVe siècle de fresques, parmi lesquelles une Pietà, un Saint-Christophe et une scène dans laquelle Saint Martial est le maître d'hôtel. On peut également y voir de somptueuses tapisseries qui représentent des scènes de chasse et d'autres scènes de la vie des seigneurs de l'époque, ainsi que la reproduction de l'étendard de la famille Beaumont-Bénac, propriétaire du château depuis le XVIIIe siècle jusqu'en 1961. Voilà, et pour terminer cette petite partie sur Bénac et son château, il faut savoir que le château a servi de cadre au tournage de nombreux films, notamment La fille de D'Artagnan de Bertrand Tavernier en 1994, Les couloirs du temps, Les visiteurs 2 de Jean-Marie Poiret, tourné aux alentours de 1997 au château de Bénac, qui est sorti en 1998, Jeanne d'Arc de Luc Besson en 1999 et Fanfan la tulipe de Gérard Kraswick en 2003. leur mettre à penser leur loi.
Évoquons maintenant le village de Castelnau et son château. Donc dans ce village, il y a environ 500 habitants. Donc Castelnau, appelée Castelnau-la-Chapelle, est une commune française située donc dans le département de la Dordogne, comme vous vous en doutez, en région Aquitaine. Elle fait partie de l'association Les plus beaux villages de France. Parlons un peu histoire pour Castelnau. Donc en 1827, les communes de Castelnau et de Ferrac fusionnent et deviennent Castelnau-Ferrac. Castelnau-la-Chapelle est issue de la fusion en 1973 des anciennes communes de Castelnau-Ferrac et La Chapelle-Péchaud. La Chapelle-Péchaud conserve le statut de commune associée et à ce titre elle élit un maire délégué qui siège obligatoirement au conseil municipal de Castelnau-la-Chapelle. La graphie Castelnau est une corruption de Castelnau qui signifie château neuf. Alors au niveau des lieux et des monuments, donc sur Castelnau, bien sûr des vestiges préhistoriques et antiques, mais également le château de Castelnau que vous voyez en photo et en vidéo. Le château est classé monument historique en 1966. Il domine la vallée de la Dordogne et offre un magnifique panorama sur les sites de Bénac, Marquessac, la Dordogne et la Roque-Gagéac. Et au niveau des sites préhistoriques, il y a des grottes et gisements préhistoriques du Comte et des Fours. Alors au niveau de ce qu'il y a autour de Castelnau, donc il y a plusieurs châteaux situés sur la commune. Donc bien sûr le château du village, Castelnau, on va en parler après. Ensuite il y a également le château de Ferrac qui est un château privé, le château de Lacoste aussi qui est privé, le château des Milandes dont on parlera tout à l'heure, ça a été l'une des résidences de Joséphine Baker, on fera un zoom dessus puisque nous l'avons visité, le château Péchaud et également la gare de Castelnau-Ferrac qui est très intéressante à voir, mais bon, c'est une gare fermée bien sûr. Voilà, et puis bien sûr le village de Castelnau qui est situé sur un promontoire. Alors au niveau des activités musées sur ce village, il y a le musée de la fauconnerie, le musée Joséphine Baker au château des Milandes, mais ça on en parlera tout à l'heure, le musée de la guerre au Moyen-Âge, au château de Castelnau, dont on va parler dans quelques instants, avec les armes, les machines de guerre, les animations, et il y a également l'écomusée de la noix du Périgord. Alors concernant les personnalités liées à la commune de Castelnau, bien sûr il y avait Joséphine Baker, on en parlera tout à l'heure, on fera un petit zoom sur elle et sur sa résidence du château des Milandes. Et donc on va tout de suite parler du château de Castelnau en lui-même. Alors donc pour parler de ce château de Castelnau, il est de type médiéval, c'est un château fort bien sûr, du XIIIe siècle. C'est également donc le musée de la guerre au Moyen-Âge actuellement. Donc c'est une forteresse médiévale située sur cette commune de Castelnau dans le département français de la Dordogne. En 1980, il a été classé au titre des monuments historiques et son châtelet d'entrée a été inscrit au titre des monuments historiques également. Situé à la confluence de la vallée de la Dordogne et de la vallée du Chéou, du Céou, qu'il surplombe, le château de Castelnau fait donc face à la forteresse de Bénac, dont on a parlé précédemment dans notre émission Reportage VIP Découverte. RVPB, c'est son éternel rival, cette forteresse de Bénac qui est située juste en face. Il y a également les jardins de Marquessac, dont on a déjà parlé dans notre émission aussi, et le village de la Roque-Gagéac également, dont on vous en a parlé précédemment. Donc un premier château est construit au XIIe siècle avant d'être détruit durant la croisade des Albigeois menée par les armées de Simon de Montfort. Après le traité de Paris en 1259, Castelnau reconnaît la suzeraineté du duc d'Aquitaine Henri III d'Angleterre. Un nouveau château est alors rebâti au cours du XIIIe siècle. En 1368, Magne de Castelnau épouse le seigneur Nompart de Caumont. Les Caumont deviennent alors les seigneurs de Castelnau. Prenant le parti des Anglais pendant la guerre de Cent Ans, il est définitivement pris en 1442 par les armées du roi de France, Charles VII. Suite au conflit, la famille de Caumont récupère le château et en reste propriétaire jusqu'à la Révolution. Sans cesse adapté au progrès de l'artillerie, les travaux d'aménagement se poursuivent jusqu'au début du XVIIe siècle. Après avoir été abandonné à la Révolution, le château a servi de carrière de pierre en 1832. Et sa restauration s'est étendue de 1967 à 2012, donc c'est pas si vieux que ça. Exceptionnelle
exemple de fortification privée féodale, son parti architectural et rationnel est efficace. Le donjon, à cheval sur l'enceinte au profil en forme d'éperon, protège l'entrée principale, percée de nombreuses archères. Cette courtine fait partie d'un système défensif performant succédant à 2 lignes défensives. Inauguré en 1985, le musée de la guerre au Moyen-Âge investit les salles du logis seigneurial, 250 pièces d'armes du XIIIe et XVIIe en provenance d'Europe, épées, hallebardes, armures, arbalètes. Vous en verrez beaucoup dans nos vidéos et dans nos photos. Beaucoup d'arbalètes, pièces d'artillerie, reconstitution d'engins de siège ainsi qu'un ensemble mobilier constituant le fond de collection du musée. Celui-ci s'articule de façon dynamique selon une succession d'espaces différents, salle d'artillerie, coursive, salle d'armes, maquettes, salle vidéo. J'en parlais tout à l'heure, vous verrez, il y a quelques animations également. C'est vraiment très très intéressant. Alors après un premier classement au titre des monuments historiques en 1966, le château et son enceinte sont classés le 28 octobre 1980. Le même jour, le châtelet d'entrée est inscrit également au titre des monuments historiques. Au niveau du tourisme, il a été inauguré en 1985, ce musée de la guerre au Moyen-Âge, et il conserve une collection d'environ 200 pièces d'armes. Aujourd'hui, le site accueille plus de 220 000 visiteurs par an, dont à peu près 20 000 scolaires. Alors donc concernant la visite de ce château, eh bien vous pouvez voir notamment beaucoup de salles évidemment, notamment la tour d'artillerie, la salle de l'équipement défensif, la salle basse du donjon, la salle haute du donjon, la salle des machines de jet, la salle d'armes, également la courtine du XIIIe siècle. Vous avez ensuite la partie extérieure, avec notamment la basse-cour, qui est un espace compris entre la première enceinte séparant le château du village et la courtine qui protège le donjon. Elle abritait au Moyen-Âge la forge, le four, les écuries et parfois des échoppes d'artisans, tisserands et potiers. En cas d'attaque, elle servait également de refuge aux villageois. Alors justement, je vais vous laisser écouter un petit son audio avec notamment le forgeron qui nous explique à nous et à tout le public qui y avait dans cette visite aujourd'hui. Le forgeron a pris la peine de nous expliquer comment on faisait pour forger un hameçon d'anguille. Anguille, c'est des poissons qu'on peut trouver dans la Dordogne, et il nous explique, il nous fait devant nous. Il a fait un hameçon, il a forgé un hameçon pour capturer les anguilles juste devant nous. Donc vous avez une petite photo, une petite vidéo, et vous avez surtout l'explication de ce forgeron qui est vraiment très intéressant et qui nous a vraiment très très bien expliqué ce détail. Alors j'aime toujours préciser pour les jeunes gens qu'il est, entre guillemets, rigolo de voir fabriquer ce genre de choses, qu'il est éminemment intéressant historiquement de voir ce que ça donne, mais qu'en aucun cas on ne peut dire que ceci est beau. Je vous rappelle que ceci a été conçu pour tuer, il n'y a pas de beauté dans le fait de tuer les gens. Bravo. Merci beaucoup. Essayez de vous étonner en venant réaliser une pièce toute petite. Alors vous allez me dire, toute petite, c'est subjectif, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire, toute petite? Eh bien écoutez, nous sommes au bord de la Dordogne. La Dordogne est connue pour regorger d'anguilles. Je me propose donc de venir forger un hameçon anguille. On va voir si un forgeron, ça peut faire des choses extrêmement petites et minutieuses. Allons-y. Je vais donc commencer par étirer une fine tige, ce sera la base même de mon hameçon. C'est parti. Le poisson, ce qu'on appelle l'ardillon. Je vais donc venir maintenant forger l'ardillon au bout de mon hameçon. Plier ma tige. Maintenant, le fait de venir écraser le rond qui est formé va faire que, en l'écrasant, l'ardillon va sortir. Je viens donc maintenant forger l'ardillon au bout de mon hameçon. Voilà, un petit hameçon et son ardillon. Alors, savez-vous, messieurs, dames, de quand date la machine qui nous a permis de faire de manière industrielle, n'est-ce pas, les hameçons?
Eh bien, c'est le centenaire cette année, 1915. Jusqu'en 1915, les hameçons, n'est-ce pas, étaient forgés à la main. De la même manière, j'aime à dire, n'est-ce pas, que la forge, ça va de l'encre de marine jusqu'à l'aiguille à coudre. Ça nous laisse une certaine latitude pour nous amuser, n'est-ce pas? Eh bien, le reste de l'année, j'ai la chance d'être forgeron coutelier. Je suis installé dans la Drôme, au pied du Vercors, ce qui fait qu'on ne demande jamais d'encre de marine, parce qu'on n'a pas l'usage par chez nous, n'est-ce pas? Par contre, je m'amuse assez souvent à forger des aiguilles à coudre, et ça avec des marteaux plus petits, j'ai l'honnêteté de le dire quand même. 4 cm de haut, 1 mm de diamètre, pas un coup de lime, tout au marteau. Et le chat est percé à chaud dans la masse. Donc vous voyez que la limite, elle est très très loin. De la même manière, savez-vous de quand date la machine qui nous a permis de faire des aiguilles à coudre intégralement, en une seule fois, de manière industrielle? 1898. Milieu 18e, il y a une machine qui les étirait, mais il fallait finir de percer le trou à la main, chaque aiguille était finie et polie à la main. C'est monsieur Singer, en 1898, qui a trouvé le moyen d'étamper des aiguilles de manière nette et précise, hein, et qu'on le fasse à base de fil, quoi. On comprend mieux du coup pourquoi nos grands-mères et nos arrière-grands-mères, lorsqu'on cassait ou qu'on perdait une aiguille, on avait tendance à se faire nettement disputer, n'est-ce pas? Eh bien, simplement parce qu'elle-même, petite fille, s'était nettement fait plus disputer par une aïeule qui se rappelait d'une période où chaque aiguille était finie à la main, elles étaient vendues à l'unité et elles ne coûtaient pas que dalle, tout simplement. On les rangeait précieusement dans les petites boîtes parce qu'il ne fallait pas les perdre. Voilà, messieurs, dames, les petites... Voilà, merci aux forgerons du château de Castelnau d'avoir pu expliquer bien clairement et aisément à tout le public c'est la création d'un hameçon pour les anguilles et également la création des aiguilles de couture qu'on connaît tous maintenant. Alors donc en extérieur, je vous en ai parlé, donc la basse-cour, la perrière également à voir, le mangeonneau, le trébuchet, la bombarde et la salle de lecture. Voilà concernant un petit peu la visite que vous pouvez faire sur cet édifice, le château de Castelnau. Assis devant la page blanche, ma main tremblante tisse des mots qui peu à peu me font la rime et à leur tour tressent des sons pour mieux rêver, partir loin de tout, loin d'ici, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre. Demain peut-être aurai-je enfin cette chanson et ce refrain qui laisseront tel un parfum, un peu d'amour, un peu de vie, pour mieux rêver, partir loin de tout, loin d'ici, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre. Un jour peut-être devant vous, pourrais-je enfin vous la chanter, sous la lumière des projecteurs qui ensemble un temps de bonheur, pour mieux rêver, pour chanter, pour danser, pour rêver,
pour danser, pour rêver, pour chanter, ouvrir la fenêtre et enfin renaître. Alors poursuivons notre émission reportage VIP spéciale découverte RVPB de la Dordogne en région Aquitaine. Alors tout à l'heure à Castelnau, je vous ai parlé de ce magnifique château. Maintenant, je vous en parle, c'est un deuxième château situé à Castelnau, donc c'est le château des Milandes, de type Renaissance avec des éléments gothiques. C'est un château de plaisance, propriétaire initial, début de construction 1489, c'était la famille de Caumont. Et le propriétaire actuel, c'est Henri Delabarre, mais c'est également un musée que nous avons visité pour reportage VIP. Je vais donc vous en parler. Donc ce château des Milandes est un château français situé sur la commune de Castelnau, dans le département de cette belle Dordogne. Il est partiellement inscrit monument historique en 1986, puis en totalité depuis 2009. Établi sur cette commune, donc sur une hauteur en rive gauche de la Dordogne, le château des Milandes domine d'une quarantaine de mètres le lit du fleuve. Alors au niveau de son historique, bien sûr, le château des Milandes est bâti en 1489 et constitue alors la demeure principale des seigneurs de Caumont, qui possèdent aussi le château de Castelnau. Vous avez les photos et les vidéos de ce château et de cette visite, mis à part l'intérieur, mais j'en parlerai après tout à l'heure de l'intérieur, puisque c'était les photos et les vidéos étaient interdites à l'intérieur du château. Vous saurez pourquoi très prochainement, dans quelques secondes. Donc, le bâtiment a été transformé par François de Caumont pour son épouse, qui a souhaité habiter un lieu moins austère et plus lumineux. Des fenêtres à meneaux couvertes de vitraux sont percées, mais les tourelles, les escaliers à vis et les gargouilles, éléments architecturaux du Moyen-Âge, sont conservés. Jacques Nompart de Caumont, le serviteur du roi Henri IV, séjourna au château de nombreuses fois. Ensuite, la Révolution française a entraîné l'abandon du château, qui a été vendu au XIXe siècle. Après un incendie dû au manque d'entretien, Auguste Claverie, un industriel ayant fait fortune dans la lingerie fine, le rachète et commence à le restaurer entre 1900 et 1908, donc en 8 ans. De nouveaux éléments de style néo-gothique et néo-renaissance sont ajoutés, comme des tours, des logis, des balcons, et un jardin à la française a été créé. D'ailleurs, vous allez pouvoir admirer ce beau jardin en photo et vidéo dans notre chronique, dans notre émission. L'ensemble est complété par un chai et une ferme. Après son décès, sa veuve revend le château à un particulier et a cédé la chapelle située à côté de la commune. Cette chapelle, alors vous la voyez pas dans nos vidéos, parce que cette chapelle est en dehors du château, mais à l'époque, ça appartenait bien. Donc, la chapelle, vous la voyez également dans la vidéo. Par contre, la ferme, vous ne la voyez pas. Voilà. Alors justement, ce château est ensuite devenu, après tout ça, après le décès, donc la veuve revend le château à un particulier, cède la chapelle située à côté de la commune, cède la chapelle à la commune, de Castelnau, et ensuite le château constitue la résidence de la chanteuse et la meneuse de revue Joséphine Baker et de son mari Jo Bouillon, qui l'ont loué à partir de 1937 et qui l'ont acheté 10 ans plus tard. C'est à cette époque que sont installés l'eau courante, l'électricité et un système de chauffage central. Elle y a développé un complexe touristique avant-gardiste, baptisé le Village du Monde. Elle y vivra avec ses 12 enfants adoptés de 9 nationalités différentes qu'elle surnommait sa tribu arc-en-ciel. Ensuite, en 1964, à la suite de problèmes financiers, la mise en vente aux enchères du château est annoncée, malgré un répit grâce à l'intervention de Brigitte Bardot, qui lance un appel aux Français et le refus par Joséphine Baker de l'offre de Gilbert Trigano, le patron du Club Méditerranée. Le château est finalement vendu pour 1/10 de sa valeur en 1968. Faisant jouer la loi française, elle a obtenu néanmoins un sursis qui lui a permis de rester au château jusqu'en 15 mars 1969. Donc pour Joséphine Baker. Cependant, alors qu'elle était en tournée, elle apprend que le nouveau propriétaire a investi les lieux. Elle s'y était opposée et a investi seule la cuisine dans laquelle elle s'est barricadée avec ses enfants, qui étaient confiés à sa sœur à Paris. Profitant de l'une des sorties de la pièce pour aller chercher de l'eau,
Les ouvriers qui ont pour consigne de la faire partir du château referment la porte derrière elle. Elle passe la nuit devant la porte et doit être transportée à l'hôpital le lendemain. Cet événement tourne en faveur de Joséphine Baker qui obtient finalement une autorisation de réintégration dans la cuisine par la justice. Alors l'après Joséphine Baker, depuis Joséphine Baker, 4 familles se sont succédées au château. Les terrasses, façades et toitures du château sont inscrites au titre des monuments historiques en 1986. Et depuis 2001, le château accueille une exposition sur Joséphine Baker, justement, et des travaux de restauration sont effectués. En 2009, le château, son chai, son jardin à la française et les anciennes écuries sont inscrits en totalité au titre des monuments historiques. Alors justement, on ne peut pas parler de ce château des Milandes sans évoquer Joséphine Baker, donc qui est née le 3 juin 1906, décédée le 12 avril 1975 dans le 13e arrondissement à Paris. C'était donc une chanteuse, une danseuse et une actrice de cabaret, musical, jazz, revue. Donc toute petite biographie donc sur Joséphine Baker, née Freda Joséphine MacDonald, née donc en 1906 à Saint-Louis dans le Missouri, décédée en 1975 dans le 13e arrondissement de Paris, comme je vous l'ai dit, d'origine métissée afro-américaine et amérindienne des Appalaches. Elle est souvent considérée comme la première star noire. Elle prend la nationalité française en 1937 et pendant la Seconde Guerre mondiale, elle joue un rôle important dans la résistance à l'occupant. Et d'ailleurs, dans ce château, vous avez une salle dédiée à la résistance. On en parlera après dans la visite. Elle utilisera ensuite sa grande popularité dans la lutte contre le racisme pour l'émancipation des Noirs et en particulier, elle a soutenu le mouvement des Noirs elle a soutenu le mouvement des droits civiques de Martin Luther King. Voilà. Donc concernant cette visite du château des Milandes, donc comme vous pouvez le voir, vous avez toutes les photos et les vidéos de l'extérieur, car à l'intérieur, les salles sont consacrées à Joséphine Baker et il était interdit de faire des photos et des vidéos dans ce château, donc chose tout à fait respectable, hein, bien sûr. C'est pourquoi vous n'avez aucune photo de l'intérieur de notre côté. Alors, on va quand même parler des différents sites à visiter dans cet édifice. Donc bien sûr la chapelle, la porte d'entrée de ce château, ensuite l'escalier à vis, la salle du music hall, notamment avec toutes les robes de Joséphine Baker, le grand salon des robes également à voir, le petit salon aussi, ensuite il y avait la fabuleuse salle de bain noire et or de Joséphine Baker. Cette salle de bain, elle est quand même assez importante à évoquer car elle fut commandée par Joséphine Baker dès son arrivée aux Milandes. À cette époque, Joséphine portait le parfum Arpège de Jeanne Lanvin et elle a demandé à son décorateur de créer une salle de bain assortie à son flacon. Cette salle de bain est en pâte de verre de Murano avec des inclusions d'or et de mosaïque noire. Le plafond est peint en feuilles d'or. Ensuite, on peut voir le bureau également de la fin du 19e, la chambre d'Accio, le fils aîné de Joséphine Baker, avec sa petite salle de bain également, la chambre de Joséphine Baker, elle dort pas loin de ses enfants, elle dort vraiment à côté, donc au deuxième étage, pardon. Non, pardon, je ne me rappelle plus exactement de l'étage. Enfin, en tous les cas, elle dormait à côté de son fils, à quelques encablures. Ensuite, il y avait la chambre d'amis et la chambre d'enfants. La salle de la Résistance, donc j'en ai parlé tout à l'heure. C'est une pièce dont la restauration s'est étalée sur 3 ans, avec la toiture, la charpente et le parquet. Elle présente une magnifique charpente du XVe siècle. Ce bel écrin a été prévu pour présenter une facette méconnue de Joséphine Baker, son engagement pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle y avait pris une part active dans cette résistance. Citoyenne française depuis son mariage avec Jean Lyon en 1937, c'était son 3e mariage. Joséphine était recrutée dès 1939 par le 2e bureau des forces françaises libres. Ensuite, la visite se poursuivait avec la visite de la cuisine, ensuite la pièce du billard également, la salle à manger, bien sûr. Voilà, et ensuite, c'était la sortie du château par la petite boutique. Alors, un événement aussi qui était prévu dans cette visite, c'était le spectacle de rapaces et également, bien sûr, le jardin à la française. Donc ça, vous l'avez en vidéo, en photo. Et le spectacle des rapaces, je vous en ai pris une petite partie également en vidéo. Donc vous pouvez le voir. Et dans ce spectacle, c'était vraiment très, très intéressant parce qu'on a pu apercevoir
auprès de nous, le public, les vols des faucons. Alors il y avait le faucon cressérel, la buse de Harris, le hibou grand-duc européen, le hibou grand-duc africain, la chouette effraie, le pigargue à tête blanche ou aigle pêcheur américain de 6 kilos qui a fait quelques vols au-dessus du public également, la chouette lapone et la chouette chevêche, ainsi que le petit duc à face blanche et le faucon lanier. Voilà, c'était un spectacle vraiment très très intéressant pour petits et grands dans le jardin du château. Donc c'est vraiment le petit plus de cette visite en plus, donc ça c'est vraiment très sympa. Donc voilà, j'espère que cette chronique découverte sur le château d'Émilande dans notre émission Reportage VIP vous a donné envie en tous les cas de vous y rendre. Et si éloigné de toi, le temps restait bloqué, qu'étant que tu sois là pour pouvoir démarrer, s'il fallait ta main toujours au creux de la mienne, à chaque matin pour que le soir revienne. Et s'il fallait au moment juste pour pouvoir passer le devoir d'être bon, sous peine d'être arrêté. Et si seule ta présence servait de carburant, de réservoir d'essence pour faire tourner le temps, alors tu pourrais partir. Alors tu pourrais partir. Et si à tes seules caresses les aiguilles obéissaient, attendant qu'elles me touchent pour se mettre à tourner, s'il n'y avait que l'amour qui sache libérer de la prison les jours pour les laisser filer, s'il n'y avait que le bonheur pour faire avancer le temps, pour emmener les heures doucement vers l'avant. Et si l'aube en sommeil attendait ton retour pour laisser le soleil nous ramener le jour, alors tu pourrais partir. Alors tu pourrais partir. Alors parlons maintenant de la visite Les Jardins d'eau situés à Carsac, en Dordogne, bien sûr, région Aquitaine, donc créés en 1999, ces jardins d'eau qui surplombent les rives sauvages de la rivière Dordogne présentent une rare collection de plantes aquatiques sur un site gallo-romain. Alors justement, vous pouvez voir les photos et les vidéos, bien sûr, dans notre émission radio Reportage VIP Découverte RVPB. Donc à l'entrée des jardins, les nénuphars exotiques d'origine du Vietnam, notamment le Star of Siam, avec des grenouilles et des libellules qui vous accueillent. Dépaysement géographique en plein cœur du Périgord noir, vous allez pouvoir, à travers notre reportage, découvrir un jardin dédié à la flore aquatique tel que le lotus, symbole de pureté et de beauté en Asie, qui se révèle à vous. Et vous pourrez, si vous allez à Carsac au jardin d'eau, les sentir et pourquoi pas même les toucher. Alors, vous verrez également aussi des jeux de lumière, des cascades, bien sûr les poissons qui sont là aussi dans un bassin notamment de poissons où les enfants peuvent d'ailleurs les nourrir, notamment les carpes koi. Voilà, c'est une activité qui est très sympathique et en plus c'est gratuit pour les enfants. Donc ensuite vous allez pouvoir découvrir à travers notre reportage le nénuphar tropical géant Victoria, dont les feuilles mesurent 1,50 m de diamètre selon les conditions climatiques de la saison. Son origine provient de Bolivie Nord-Argentine et pour les voyageurs, ça a été vu à l'île Maurice au jardin de Pamplemousse. C'est très rare en Europe de voir ça.
Alors nouveau aussi a priori dans les jardins d'eau, vous verrez il y a un labyrinthe aquatique où vous pourrez d'ailleurs vous amuser à vous égarer un petit peu à travers les petites impasses dans ce labyrinthe végétal sur près de 3000 mètres carrés. Ensuite bien sûr vous allez pouvoir passer le fameux pont japonais, des passerelles en zigzag à fleur d'eau d'inspiration chinois. Vous découvrirez la flore et la faune de tout près, de très près même, et également vous traversez une petite bambouseraie que vous voyez aussi dans nos vidéos. Voilà un petit peu tout ce que vous pouvez voir à travers cette visite des jardins d'eau à Carsac. Alors je vais vous donner quelques informations. Donc les tarifs 7 € pour les adultes. Les enfants inférieurs à 10 ans c'est gratuit, sinon c'est 3,50 € et donc ils peuvent nourrir les poissons après votre visite. Ils peuvent aller les nourrir, on leur donne quelques graines et ils peuvent aller les nourrir, c'est très sympathique. Alors, parking gratuit pour se garer, et sinon, donc, les jardins d'eau, vous pouvez trouver ça dans le quartier de Saint-Rome, à Carsac, à 8 km de Sarlat, et si vous voulez avoir plus de renseignements, vous pouvez aller sur leur site internet www.jardindeau.com. Chaque jour que tu vis, tu t'accroches comme tu peux, et souvent tu te dis que ça pourrait être mieux. Chaque jour que tu vis dans ta tête, tu te dis qu'un jour peut-être ça ira mieux. En attendant, c'est par la musique tu prends le large. En attendant, c'est par la musique que tu t'évades. Chaque jour que tu vis, tu te demandes si ta vie a vraiment un prix. C'est pour ça t'as le blues, t'as le blues. Chaque jour que tu vis, tu écoutes ces faux marchands de bonheur qui te méprisent, qui te mentent et qui te leurrent. En attendant, c'est par la musique tu prends le large. En attendant, c'est par la musique que tu t'évades. Chaque jour que tu vis, tu espères en des jours meilleurs pour pouvoir enfin partir ailleurs, pour pouvoir enfin partir ailleurs, pour pouvoir enfin partir ailleurs, partir ailleurs, partir ailleurs. Alors dans cette émission découverte RVPB, on va parler du parc du Bournat qui est situé au Bugues en Dordogne, donc toujours région Aquitaine. Le Bournat, anciennement la ferme du Bournat, puis le village du Bournat, est un écomusée français créé en 1992 à l'initiative de Paul-Jean Souriau. Il se situe donc au Bugues, dans le département de la Dordogne, en région Aquitaine, dans le Périgord noir. Donc vous allez pouvoir, à travers cette
petite partie de notre émission, dans cette mini-chronique sur le parc du Bourna. Vous allez voir les photos, les vidéos de ce parc pour vous donner un petit peu un aperçu pour vous y rendre. Le site est reconstitué sur 7 hectares. Il reconstitue un village périgourdin en l'an 1900. Oui, le temps s'est arrêté en l'an 1900 dans ce petit parc d'attractions. Il regroupe la reconstitution de bâtiments publics. Vous y trouvez une école, un bureau de poste, une chapelle, un lavoir, ainsi que des ateliers d'artisans comme four à bois, de boulanger, moulin à farine à vent, moulin à huile de noix, atelier de potier, le photographe, le tresseur de blé, etc. Le forgeron aussi. Vous avez donc, il y a pour les enfants, il y a des manèges de fêtes foraines. Dans la plupart des ateliers, l'artisan est présent. Il fait des démonstrations de son savoir-faire. Alors vous risquez d'en voir un petit peu dans notre vidéo, en parcimonie. L'artisan est là aussi pour répondre aux questions des visiteurs. Alors c'est un site qui est très très visité, mais le jour où nous l'avons fait, nous avions une bonne tranquillité puisque c'était le matin et les visiteurs n'étaient pas tous là. Donc du coup, le parc était vraiment à notre disposition. Voilà, c'était très intéressant. Par exemple, pour vous donner un terme de visite, en 2014, donc il y a 55 personnes qui travaillent au Bourna dans ce parc et le parc du Bourna ainsi que l'aquarium du Périgord Noir qui est à côté du parc, les deux parcs d'attractions réunis regroupent 270 000 visiteurs chaque année. Alors nous avons fait un focus sur le parc du Bourna, bien sûr. Nous ne sommes pas allés à l'aquarium. Voilà, donc en fait, les incontournables dans ce parc du Bourna, vous verrez à travers les photos et les vidéos, vous allez le voir de suite, mais il y a une fête foraine d'époque avec les grands manèges des années 1900. Vous allez pouvoir aussi découvrir les marais avec une balade en barque de découverte avec les animaux du parc. Par contre, une petite précision, justement, cette balade en barque, alors vous payez l'entrée 13,50 € du parc, donc c'est pas excessif, 13,50 € par adulte, gratuit pour les moins de 4 ans, les enfants. Par contre, la promenade en barque, c'est 5 €. Voilà, c'est payant, 5 € la barque. Et vous avez aussi une visite en voiture de l'époque, c'est 1 € par personne. Voilà, mais vous n'êtes pas obligé non plus de faire les attractions payantes à l'intérieur du parc. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes, il faut le savoir. Vous allez pouvoir aussi faire des ateliers avec les artisans. Alors c'est pareil, c'est 5 € environ suivant certains ateliers comme le tissage du blé pour apprendre les métiers d'autrefois. Donc ça, après c'est à vous de voir. C'est à vous de choisir. Donc unique en son genre quand même, puisque nous qui nous connaissons assez bien la France, dans RVPB, reportage VIP, Pressadom Brandt, qu'on connaît assez bien la France et ses régions, c'est assez unique parce que ce village est un des rares, je crois, c'est même le seul, qui retrace le Périgord mais surtout les années 1900. C'est vraiment, je pense, le seul parc d'attractions qui le fait. Donc il va vous révéler en fait les trésors d'authenticité. Vous arpenterez les ruelles qui se dessinent entre les maisons faites de pierre du Périgord. Vous allez donc pouvoir rencontrer les artisans qui vont vous initier au métier d'hier et d'aujourd'hui. Vous pourrez déguster leurs spécialités, notamment il y a du pain, il y a de la farine aussi pour faire vos gâteaux. Déguster donc ces spécialités. Vous allez profiter de cette grande fête foraine. Alors à savoir qu'elle est gratuite, bien sûr, la fête foraine, puisque ça fait partie de l'entrée du parc. Enfants, parents, grands-parents. Voilà, donc pour une famille, c'est parfait. C'est un parc qui est très sympa. D'ailleurs, le mercredi soir en juillet-août, vous avez l'entrée du parc, c'est ouvert jusqu'à minuit et il y a un mini feu d'artifice à l'intérieur. C'est vraiment très agréable, je vous le conseille. À pied, en calèche ou en Stanley Wagon, laissez-vous guider à travers les animations de ce village en 1900. Après avoir tressé du blé ou sculpté au couteau, rien de tel qu'une photo pour immortaliser ce voyage dans le passé, bercé par les mélodies des musiciens et les chanteurs du Bourna. Un tour de carrousel, une partie de chamboule-tout, perché en haut de la grande roue. Ça, je l'ai fait, je peux vous assurer que c'est assez amusant. Vous ne raterez rien des joyeuses fêtes du Bourna et la richesse de ses activités de jour comme de nuit. Vous êtes des invités dans ce parc. Voilà, comme je vous disais, le mercredi soir jusqu'à minuit, c'est ouvert. Fête foraine et manège gratuit. Voilà, mis à part la promenade en voiture, la promenade en barque et les ateliers des artisans, qui là, c'est payant. Voilà. Ensuite, vous verrez l'île des animaux. Vous pourrez embarquer pour une promenade de légende au cœur du marais. Vous n'êtes pas obligé de le faire en barque parce que vous pouvez aussi le faire à pied. Et dans ce cas-là, c'est gratuit.
et vous verrez donc tous les animaux de la ferme. Ensuite, les artisans de ces années 1900, donc qu'ils aient été oubliés ou simplement transformés au cours du temps, les métiers d'antan des artisans du Bournat sont toujours vivants au cœur de ce quotidien d'autrefois. Boulangers, meuniers, brasseurs, forgerons, couteliers et tant d'autres vous attendent au village pour vous révéler leurs secrets d'un travail bien fait. Il y a également une petite épicerie du Bournat pour les grands gourmands, confiture au chaudron, huile de noix, pain fait au Bournat, comme je vous ai dit. Vous pouvez remplir votre panier de gourmandises. Évidemment, vous avez une aire à pique-nique si vous voulez déjeuner sur place, mais vous avez aussi un restaurant et quelques snacks. Ensuite, concernant le moulin, parce que là le moulin il faut en parler aussi, vous le voyez en vidéo, donc ce moulin il fabrique il y a de la farine du Bournat, je crois que c'est 2,80 € le paquet, c'est pas grand chose, et donc le meunier est là pour vous accueillir, pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne ce moulin. Le pain du Bournat est cuit sur place, le blé provient aussi du Bournat, des champs au moulin il n'y a qu'un pas, et le paysan travaille main dans la main avec les artisans. Voilà, donc après concernant la visite, une dernière chose, quelques derniers faits importants. Vous pouvez faire le tour en 2 heures, mais environ une bonne demi-journée, c'est pas mal. Ça vous permet de vous restaurer aussi sur place. Donc c'est assez sympathique de rester à peu près 4-5 heures sur place pour bien profiter. Nous, le jour où on y allait, il n'y avait pas grand monde le matin, donc c'était très agréable. Les attractions commencent à 11h, par contre, c'est ouvert à 10h, mais les manèges gratuits ouvrent à 11h. Donc, en fait, vous vous baladez un petit peu, vous faites le tour du parc pendant 1 heure, et ensuite ça démarre. Voilà, et ça se termine à 19h, l'entrée, à peu près les horaires, je crois. Alors, les ouvertures, c'est ouvert du 28 mars au 30 septembre. Et donc 10h-18h et ça ferme véritablement à 19h, voilà pour les horaires. Et les tarifs, donc 13,50 € pour les adultes. Les enfants c'est moins cher, mais j'ai pas le tarif exact. Voilà, si les tarifs, je viens de les avoir devant les yeux, c'est ça le direct et le replay. Voilà, donc billet plein tarif 13,50 €, billet tarif réduit 11,50 €. Pour les enfants, c'est gratuit moins de 4 ans et de 4 à 12 ans, c'est 9,90 €. Voilà, concernant les prix. Et si vous êtes en famille, 2 adultes, 2 enfants, 42 €. Voilà à peu près les tarifs que vous pouvez trouver dans ce parc d'attractions du Bournat. Alors justement, pour vous y rendre, je vous donne quand même l'adresse. Parc Le Bournat, à l'épaule Jean Souriau, 24 260 Le Bug, à 30 km de Sarlat. Un site internet bien sûr pour avoir plus de renseignements avec tout ce que je vous ai dit et tout ce que vous avez vu en photo et en vidéo. www.lebournat.fr. Voilà. Nous sommes au terme de cette émission reportage VIP spéciale découverte de la région Aquitaine avec ce zoom sur le département de la Dordogne et avec un focus sur la vallée de la Dordogne dans le Périgord noir où nous sommes situés pour cette émission. J'espère que les communes que nous avons visitées vous ont donné envie de venir vous aussi dans ce Périgord et de visiter pourquoi pas les mêmes sites que nous, que nous avons fait pour l'association RVPB Reportage VIP. Dans cette émission découverte. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis sur notre réseau web. Merci également à nos artistes RVPB qui nous ont accompagnés en musique dans notre émission, notamment M. Boudax et les textes de Pascal Dolagaré interprétés par Aurélie May. Voilà, donc pour continuer à nous suivre, n'hésitez pas d'aller sur notre réseau Twitter, @asso-rvpb, et bien sûr sur le site de notre association, le www.vipradioonline.fr. Vous avez la rubrique voyage où vous pouvez retrouver tous nos différents voyages découvertes de RVPB, et vous avez aussi la rubrique podcast pour retrouver toutes nos émissions thématiques en replay. Voilà, donc ça n'hésitez pas, voilà. Je vous dis donc encore un grand merci. Et à bientôt pour un prochain reportage. C'était donc Jérôme en direct et en podcast depuis la commune de Sarlat en Dordogne dans le Périgord noir en région Aquitaine.